Donc, je vais rapidement brosser un peu l'objectif des Ticosés. On arrive à la fin de ces éditions, la fin, mais pas à la fin de toutes les éditions. Donc, c'est l'Agroparc qui a initié ces rencontres de Ticosés. Alors, c'est quoi l'objectif de ces Ticosés? Cap Excellence va mettre en place un équipement qui s'appelle l'Agroparc Caraïbes Excellence, qui sera dédié à tous les métiers liés à l'agriculture et à l'agro-transformation. Et il est question justement d'échanger avec tous les acteurs de ces filières autour de rencontres qu'on a baptisées les Ticosés, donc afin de mobiliser, de favoriser les échanges entre les différents acteurs de ces filières. Donc, le calendrier, eh ben, je vais laisser Dina retracer un peu, hein, puisqu'on arrive à la fin de ces éditions, les différentes filières qu'on a évoquées. Voilà, comme support, merci de me laisser ton PowerPoint. Alors, effectivement, on a eu plusieurs filières. On a vu la filière boisson, la filière farine et légumes locaux. En fait, voilà. Ensuite, on a eu la filière glace et sorbet, suivie de la filière confiserie, chocolat et confiture. Donc, tout ça, ce sont des issus de l'agriculture locale, suivi de la filière fruits et légumes. Et malheureusement, avec ce qu'on connaît, hein, les mouvements sociaux, on remet à aujourd'hui la filière boulangerie-pâtisserie et filière condiments. Et nous avons eu la semaine dernière la filière cosmétique issue de l'agriculture, toujours locale. Donc, l'agro-transformation au cœur des Ticosés. Et voilà. Donc, on continue. D'accord. Donc, en Alors, sommaire, je vous laisse Dina intervenir, mais sachant qu'on va intervenir rapidement sur cette partie-là, cette partie globale, pour arriver au cœur du sujet de notre rencontre d'aujourd'hui, à savoir la pâtisserie et la boulangerie, ainsi que les condiments et assaisonnements. D'accord. Donc, effectivement, on verra rapidement qu'est-ce que l'Agroparc Caraïbes Excellence. Donc, c'est un équipement économique pour l'agro-transformation locale, mais on verra un petit peu qu'est-ce que c'est, comment définir un produit transformé local, suivi du secteur local de l'agro-transformation et des chiffres clés. Après, on passera vers les enjeux du secteur de l'agro-transformation, les forces et les faiblesses. La consommation aussi, on verra comment les gens consomment, comment on consomme nos produits alimentaires et les filières de transformation. En l'occurrence, aujourd'hui, Madame Afroy nous présentera, si je ne me trompe pas, la filière boulangerie-pâtisserie et Madame Joseph nous présentera la filière condiments. C'est parti pour la présentation de l'Agroparc. Je te laisse la parole. Tu as coupé ton micro. Tu veux que j'arrive ton micro pour toi? Attends, j'arrive à la rescousse. C'est pas... Attends. Ton micro est coupé. Donc, plutôt, je demande la réactivation. Voilà, on va un peu parler rapidement de l'Agroparc parce qu'on aura l'occasion de parler plus en profondeur de l'Agroparc. Donc là, vous avez l'image déjà du premier équipement de l'Agroparc qui va sortir, qui est la pépinière d'entreprise, justement, qui va accueillir des entrepreneurs autour de toutes les filières qu'on a évoquées pendant les Ticosés. Alors, c'est quoi l'Agroparc? Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est un équipement qui se situe à Perrin, hein, à côté du CHU, donc à côté d'axes d'infrastructures majeures pour notre région, et qui sera un équipement d'accompagnement des différents entrepreneurs qui s'investissent dans l'agro-transformation. Et dans Agroparc Excellence, vous aurez différents équipements de production et également de distribution de nos produits locaux. Alors, les objectifs visés par l'Agroparc, c'est accroître les débouchés des produits issus du secteur primaire, augmenter la valeur ajoutée des produits agricoles locaux durables, permettre le développement de nouvelles activités créatrices d'emplois, donner une visibilité aux produits transformés locaux à l'export, favoriser la recherche et le développement des agro-ressources locales, et favoriser la création d'emplois qualifiés et ainsi permettre également à tous, locaux comme touristes, de consommer des aliments locaux sains et de qualité.
Donc, l'agroparc va regrouper des équipements sous 3 axes, des équipements sous un axe de production et d'innovation, des équipements qui sont plus destinés à la distribution et d'autres équipements qui ont plus une vocation de découverte, comme le jardin, des ateliers culinaires, etc., pour apprendre aussi à consommer local, ainsi qu'un espace qu'on veut très pertinent et très innovant sur la cosmétique locale. On parle beaucoup d'agrotransformation sur le plan alimentaire, mais il ne faut pas oublier non plus les autres domaines qui utilisent les produits locaux, comme la cosmétique, qui est un marché en plein essor. Alors, si vous voulez bien, je vais continuer à aller un peu vite sur cette partie qui est globale pour arriver justement à la partie peut-être plus spécifique sur les filières annoncées. Donc, qu'est-ce qu'un produit local? Pour Cap Excellence, on définit un produit local comme ayant au moins dans sa composition 60% de matière locale. Il s'agit bien de la valorisation par Cap Excellence de l'agriculture locale, donc des produits utilisant des produits issus de l'agriculture locale. Je vais donc passer sur cette partie-là pour arriver justement aux enjeux de l'agrotransformation. Donc, les enjeux sont importants pour notre département. Il s'agit de sauvegarder et créer des emplois dans une filière à fort potentiel de développement économique, contribuer au développement d'une agriculture durable qui est confrontée à plusieurs freins, réduire la dépendance alimentaire. On importe 60% de nos produits agricoles, sauvegarder notre patrimoine culturel et culinaire, sauvegarder notre patrimoine végétal, transmettre aux jeunes générations la valeur, notre éducation, notre patrimoine. Aujourd'hui, les enfants connaissent une fraise, ils ne savent pas ce que c'est forcément une sapotille. Valoriser nos produits locaux à l'export, maintenir le lien social. On a l'habitude aux Antilles d'échanger. Il faut absolument maintenir ce lien social et contribuer également aux problèmes de santé publique. Après avoir retracé rapidement justement l'agrotransformation locale, je vais passer aussi sur la consommation des produits locaux. On a vu que l'engouement, en tout cas pour les produits locaux, est souvent lié à des crises. Alors, ça a été depuis la Deuxième Guerre mondiale où les bateaux ne pouvaient pas rentrer comme d'habitude. Donc, les habitants se sont tournés à nouveau vers les produits locaux. Ça a été la crise sociale de 2009, où ports et aéroports étaient bloqués. Donc là, on a redécouvert ce que c'était les produits locaux. Et la crise actuelle du Covid, qui, on l'a vu par toutes les initiatives privées, nous ont permis de redécouvrir à nouveau qu'était la valeur, en tout cas, de notre consommation de produits locaux. Le consommateur guadeloupéen est un consommateur responsable. On voit que les nouveaux goûts alimentaires qu'on retrouve partout sur la planète se retrouvent également auprès du consommateur guadeloupéen. Donc, il veut une alimentation de plus en plus d'origine végétale. On diminue notre consommation de viande. Et quand on consomme de la viande, elle doit être de qualité. Le consommateur guadeloupéen fait très attention à sa santé. On parle d'alicaments parce qu'il veut des aliments, il veut que son alimentation puisse servir également à booster son système immunitaire. Il veut être informé sur ce qu'il consomme. La traçabilité est très importante. Il veut consommer des produits nouveaux, ce qu'on appelle la tendance food pairing. Ce sont des produits innovants avec des saveurs pas forcément nouvelles, mais des mélanges de saveurs inédits. Et effectivement, il veut consommer local parce qu'il veut consommer ce qu'il maîtrise, ce qu'il connaît. Donc, le retour au jardin. J'ai brossé rapidement l'agrotransformation locale, justement, ainsi que la consommation locale pour donner un peu plus de place aux filières qu'on présentait en préambule. Donc, Dina, je laisse Peggy continuer. C'est Peggy qui continue. Ben, Peggy ouvre son. Je vais t'ouvrir le micro. Attends, Peggy, je t'ouvre le micro. J'ai stress. Elle a un peu stressé. J'ai dit ça là, c'est sûr. Ben voilà! Peggy nous a fait un magnifique sourire. Maintenant, attendez, il faut que j'ouvre le micro. Ah oui, c'est vrai. Et le nom du propriétaire de l'ordinateur qui est affiché. Voilà. Alors, tu peux activer ton micro. Voilà. Ok. Voilà, tout le monde m'entend. On est dans la même pièce. Je me tais. C'est bon, on m'entend? On t'entend très bien, Peggy. Ok.
Alors déjà, bonjour à tous. Je vais vous présenter la filière boulangerie-pâtisserie à base de produits locaux. Alors, le temps que je retrouve, mais où est-ce qu'il est passé mon PowerPoint? Vous m'entendez chez elle, c'est normal. On arrive, ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà, non, c'était pas. Je suis arrivée trop tard, j'avais fermé. Alors. Non, non. J'ai là, voilà. C'est moi. Ces problèmes de technique. Alors, ah non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est bon, on te voit. Juste sorti. D'accord. Voilà. Diaporama. Là, tu viens de me fermer. Ouais. Alors, je vais réessayer, parce que visiblement, ça n'a pas envie de s'ouvrir. On est en direct. Ouais. Donc, on fait pas louper. Pourquoi il se ferme? C'est encore fermé. Est-ce que alors, je ferme condiment. En fait, ça ouvre tous les PowerPoint sauf celui que je veux. Oh là là, ça arrive de temps en temps. Ouais. Alors, on va y arriver. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ok, donc là, super. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, oui. Non, ça n'a pas partagé. Ouais, c'est bon, tu as vu le bouton partager? Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Non. Voilà. Voilà. Bon. Parfait. Et là, tu fais animation. Démarrer le diapo. Affichage ou c'était d'accord. Voilà. Voilà, on y est, enfin. Alors, je vais vous présenter la filière boulangerie-pâtisserie à base de fruits et légumes locaux. Qu'est-ce qu'une... on va parler... Voilà. Qu'est-ce que la boulangerie-pâtisserie? Donc, on voit la définition de la boulangerie-pâtisserie qui est l'ensemble des opérations nécessaires à la confection des mets à base de pâte cuite. Dans ces préparations à base de pâte cuite, on voit tout ce qui est pain, biscuits, gâteaux, tartes. Donc, nous avons 2 codes APN pour la boulangerie artisanale et une qui est plus spécifique avec tout ce qui est préparation de biscuits, biscottes et pâtisserie de conservation. Nous allons voir la réglementation aussi dans la boulangerie-pâtisserie avec 2 conventions collectives, une nationale pour tout ce qui est boulangerie-pâtisserie et une plus spécifique à tout ce qui est industriel en termes de boulangerie-pâtisserie. Quelques chiffres clés de la filière boulangerie-pâtisserie au niveau national. Donc, la boulangerie-pâtisserie, la filière boulangerie-pâtisserie, elle est très dynamique en France. On compte en moyenne pour 1800 habitants, une boulangerie-pâtisserie à peu près pour 1800 habitants, soit près de 35 000 boulangeries-pâtisseries. En France, dans tout secteur confondu, on trouve un chiffre d'affaires entre 15 et 16 milliards d'euros. Et donc, avec un chiffre moyen de 25 857 euros par mois pour une boulangerie. Alors, le nombre de pains fabriqués par an, on retrouve quand même 6 milliards. Au niveau local,
La filière boulangerie-pâtisserie utilise principalement de la farine de blé pour l'élaboration de toutes les préparations, que ce soit en termes de pain et de gâteaux. Selon les données de la Fédération des boulangers, pâtissiers, des artisans de Guadeloupe, 95% de la filière sont tenus par des Guadeloupéens, souvent sur plusieurs générations, et emploient en moyenne 6 salariés. On retrouve aussi, ils ont comptabilisé 160 boulangeries sur le territoire de la Guadeloupe avec 6 000 emplois indirects. Dans la boulangerie industrielle, on retrouve Cuiseur de pain qui est très présente sur le marché guadeloupéen. Bien que l'on observe sur le marché local un grand nombre croissant des produits issus de la boulangerie-pâtisserie utilisant des farines locales ou des fruits et légumes locaux, on ne dispose malheureusement pas de données fiables sur cette production pour la consommation des ménages. Alors, une filière nationale structurée par des acteurs nationaux. On retrouve les services de l'État et les fédérations et associations nationales. Quelques événements aussi autour de la filière boulangerie-pâtisserie avec le meilleur ouvrier de France dans la filière boulangerie-pâtisserie, les trophées de l'excellence, le concours des jeunes entrepreneurs, le concours international des jeunes boulangers et un clin d'œil pour les Outre-mer avec le salon gastronomique où 2 artisans guadeloupéens en 2020 ont été récompensés. Donc, il s'agit de l'Amour du goût avec son gâteau à base de farine de manioc et Beau Caraïbe et avec son bokit à base de fruits tapins. Nous verrons maintenant les acteurs locaux. Donc, dans les acteurs locaux, nous avons les institutions, la fédération, les GMS, les grandes et moyennes distributions, ainsi que les artisans et les entreprises. Dans les tendances de la filière, avec un état des lieux en 2020 sur plusieurs axes, donc une vision de développement optimisée associée à la pâtisserie et la viennoiserie. On peut dire que la filière boulangerie se porte bien avec une augmentation quand même de 1 à 3% par an. Un marché attractif mais concurrentiel avec un mode de restauration dit nomade, plus communément le snacking. Un concept clé en main, il s'agit des franchises. Alors, le réseau franchise boulangerie-pâtisserie s'étend de plus en plus qui permet en tout cas de réduire le coût d'achat des équipements dans la boulangerie. Et en 4e point, une filière en pleine mutation parce que pour pouvoir relever des nouveaux défis, les boulangers doivent se démarquer par leur caractère éco-responsable. Cela englobe le choix des ingrédients dits nobles, donc tout ce qui est plus sain, plus frais, bio, issu d'une agriculture raisonnée et labellisée. Donc, circuit court, bien entendu, à privilégier, des emballages biodégradables et renouvelables. Alors, ces tendances fortes qui se dégagent au niveau national sont relayées aussi sur le plan local. C'est ainsi qu'on peut observer en fait une utilisation croissante de tout ce qui est produits locaux dans les farines et dans les fruits et légumes aussi, de la filière, dans une filière traditionnelle en fait qui cherche à innover pour mieux répondre au goût des consommateurs. Donc là, on va pouvoir visionner une vidéo de la fabrication d'une pizza à base de farine de manioc. Alors, si la vidéo veut bien démarrer. Alors, elle ne charge pas. Donc, on va passer. On y revient. Ah ben voilà, elle démarre. La santé, c'est comme un jardin, ça se cultive. Sur son terrain de 3 hectares, Malik recense une centaine d'espèces végétales. Parmi elles, le manioc, son produit phare. Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On va continuer. On va passer dessus, on va continuer.
Alors, donc, voilà. Fais une petite pause, le temps que je dise quelque chose rapidement. Ferme ton micro 2 secondes. Oui, mais il faut que Voilà. Attends. Alors, ça fait écho, hein? Ouais, ça, vous m'entendez 2 fois. Donc, on va continuer tout de suite, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, on va continuer tout de suite avec cette filière qui est un petit peu, enfin, vous avez vu, hein, c'est la boulangerie, tout pour aimer manger. C'est prête? Ah, d'accord. Donc, tout le monde aime manger, effectivement. J'ai noté effectivement l'amour du goût. Alors, elle a dit à base de farine de manioc, farine de fruits à pain, les fondants qui ont un vif succès. Et puis, voilà. Donc, de toute façon, on n'a pas terminé et nous avons aussi la filière condiment à vous présenter. J'espère que ça va. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On est là pour vous cet après-midi. On va passer un bon petit moment et je vais repasser tout de suite la parole à Liana qui est plus que prête. Et attendez, je vais recevoir tout le monde parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent d'arriver. Voilà. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Voilà, on a fait la petite pause pour les accueillir. Alors, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. On est ensemble sur le petit posé autour de l'agro-transformation et de l'agro-parc, justement, Caraïbes Excellence. Et nous sommes en pleine présentation de la filière pâtisserie-boulangerie. Et ensuite, avec Peggy. Et ensuite, nous passerons à la présentation de la filière condiment. Alors, je m'excuse déjà pour les échos parce qu'en fait, nous sommes dans la même pièce. Oh, c'est super. C'est la proximité. Alors, on respecte les distances Covid, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai mon masque. Voilà. Et puis voilà. Donc, Peggy, c'est bon pour toi? Attends, j'enlève mon micro parce qu'elle me parle. Je vais te faire ça. T'inquiète pas, je te mets l'activation du micro. On est là. Voilà, je vais lui donner la parole. Et puis, c'est bon. Ah, monsieur. Voilà, ouais. C'est bon? On est bon? OK. Donc, la filière locale de la boulangerie-pâtisserie à base de fruits et légumes locaux. Donc, les artisans locaux en Guadeloupe, traditionnellement, la filière boulangerie-pâtisserie utilise généralement de la farine de blé pour confectionner l'ensemble des recettes. Mais on constate qu'un nombre croissant d'artisans mettent en valeur, valorisent la farine locale et les fruits et légumes locaux. On peut citer quelques exemples, avec l'amour du goût dont je parlais tout à l'heure qui a été primé, Bocaraïbes aussi, on a VG Délices avec sa fabrication de pâtisserie végane, la Valse des Pains qui utilise de la farine locale pour la réalisation de biscuits. Et la platine, je pense que tout le monde connaît la platine avec ses crêpes à base de farine de manioc et les galettes aussi à base de farine de manioc. Les nouvelles tendances dans la filière locale de la boulangerie-pâtisserie. Donc, dans la filière boulangerie locale, on retrouve des pains spéciaux et des biscuits à base de poudre de légumes locales et de farine locale, avec plusieurs saveurs. On trouve l'aubergine, giromont, patate douce, curcuma, poudre de colombo, fruits à pain, manioc. Toujours dans les nouveaux produits de la boulangerie, dans la partie pain, dans le rayon des pains, on retrouve les pains frits, communément appelés bokit. Donc, on retrouve le format traditionnel et un format déstructuré. Dans la filière pâtisserie locale, toujours des nouveaux produits à base de produits locaux, de farine locale, donc farine de manioc, des biscuits à base de farine de manioc, des gâteaux à base de farine de fruits à pain, des biscuits à base de sirop de batterie, des produits nouveaux, donc des produits qui incorporent des poudres de fruits locales et des fruits locaux, des flocons et des barres énergisantes à base de farine de manioc et aussi de fruits locaux,
une pâtisserie nationale revisitée aux saveurs locales. Hein. On retrouve la bûche de Noël, la galette des rois et les macarons sous plusieurs saveurs locales. De nouveaux produits dits healthy, sains et bons pour la santé, les pâtisseries véganes et les biscuits à base de plantes médicinales. Des emballages plus modernes, adaptés au goût des consommateurs, qui peuvent être recyclables et plus contemporains. Donc, pour résumer, la filière boulangerie-pâtisserie à base de fruits et légumes, elle reste dynamique et demeure soutenue par l'innovation et un goût prononcé pour les consommateurs qui sont très, très friands, en tout cas, de nos produits locaux et de ces nouveaux produits. Mais afin que cette dynamique perdure, l'éducation alimentaire doit être développée auprès de toutes les composantes, auprès de la population, afin d'être démocratisé en tout cas. Donc, on remarque qu'il existe un vrai potentiel en Guadeloupe qui ne demande qu'à être structuré pour s'exporter. Voilà, merci de votre attention. Et puis, Dina, je te repasse la main. J'ai dit merci dans ton micro. Oui. Donc, j'enlève. Voilà. Ok. Ah ben, merci beaucoup, Peggy, pour cette belle présentation de tous ces secteurs qui sont super. Voilà. Oh, Madame Pommier opérationnelle. Madame Pommier est déjà en train de chercher ce qu'elle va dire. Maman. Ah là là. Alors, du coup, je la laisse terminer de trouver. Alors, je salue l'arrivée de M. Cellini qui est avec nous, qui est le vice-président de la commission de développement territorial de Cap Excellence. Un petit coup, je ne sais pas s'il veut dire deux mots. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir, M. Cellini, comment allez-vous? Ça va très bien. Je vous laisse continuer vos travaux. Je vous écoute avec attention. Ah ben, ça nous fait plaisir de vous avoir à nos côtés cet après-midi. Tout de suite alors. Absolument. À tout à l'heure. D'accord, tout à l'heure. Je repasse la parole à Madame Pommier. Merci Dina. Merci Monsieur Cellini. Alors, juste avant que Madame Yana intervienne, peut-être qu'on pourrait aussi donner la parole à Madame Guimbe, qui défend un autre aspect de la stratégie alimentaire de Cap Excellence par un logiciel qui s'appelle Locapvor. Et si Madame Guimbe est prête. Une application, juste avant Madame Guimbe, j'accueille deux personnes et puis c'est bon. Voilà, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Madame Guimbe, pour parler de l'application qui va bientôt sortir, Locapvor. Soyez bien attentifs, elle va nous faire une petite présentation rapide, mais très bientôt vous entendrez parler de cette application dans les médias. C'est à toi, Myriam. Bonjour à tous, merci de me donner ce moment de parole. Alors, j'ai mis rapidement ma vidéo, mais je vais aussi la couper rapidement. Du coup, j'ai des enfants derrière moi. Donc, alors voilà, je suis Mariam Guimbe, je suis directrice adjointe du développement durable à Cap Excellence et je suis également la pilote du projet Locapvor. Donc, à Cap Excellence, donc, il existe différents projets autour du sujet de l'alimentation et qui, en fait, ont été abordés sous différents angles. Et en fait, Locapvor a été approché, abordé et construit selon un angle développement durable. Donc, voilà. Donc, alors, il s'agit en fait, l'idée, c'est que avec la crise sanitaire qu'on connaît, de la crise du Covid, les thématiques en lien avec la souveraineté alimentaire ont été mises en avant. On peut parler typiquement de la fragilisation des filières de production, l'intérêt grandissant de la population pour les productions locales et durables, et un intérêt également grandissant pour la vente de proximité. Parallèlement, donc, à tous ces différents phénomènes, toutes ces manifestations, Cap Excellence a mis en place un diagnostic au travers donc, de son plan climat, air, énergie territoriale. Ce diagnostic a démontré que la Guadeloupe, c'est la région française qui émet le plus de dioxyde de carbone par personne et par kilomètre.
et que l'alimentation, les transports de marchandises et de personnes sont les secteurs qui sont les plus polluants sur notre territoire. Sachant qu'on a une obligation de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, Cap Excellence a décidé depuis décembre 2020, suite à un vote de son conseil communautaire, de mettre en œuvre un outil qui s'appelle Locapvor et qui en fait est une application qui va permettre de géolocaliser les points de vente, donc les points de distribution des produits alimentaires locaux qui sont commercialisés en circuit court sur le territoire de Cap Excellence. Donc, aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre et à Bémao. Donc, qu'est-ce qu'on entend par circuit court? Donc, les circuits courts regroupent un mode de vente qui présente au maximum un intermédiaire. Donc, on parle de la vente directe est considérée comme faisant partie des circuits courts, les magasins de producteurs également, et les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne aussi. En gros, un circuit court, c'est soit le producteur vend directement à son consommateur, soit entre le producteur et le consommateur, il existe au maximum un intermédiaire. Donc, en fait, l'objectif de cette application, c'est de mettre en relation les producteurs avec leurs potentiels acheteurs et de soutenir la consommation locale en augmentant la visibilité des produits. Donc, ça va permettre également de réduire les émissions carbone liées au transport de marchandises alimentaires, de soutenir l'activité des producteurs et des agrotransformateurs locaux, de contribuer à la promotion d'une alimentation saine et locale, d'accompagner également le développement du système agroalimentaire local et pour Cap Excellence d'étudier les interactions qui existent entre les différents acteurs du système alimentaire sur son territoire. Donc, pourront être référencés sur cette application les fruits et légumes, les racines, les œufs, les poissons et produits de mer et d'eau douce, le miel et tous les produits qui sont transformés et fabriqués à partir de ceux-ci. Donc, bien sûr, les condiments et bien sûr les pâtisseries locales, les huiles et condiments, les farines, les produits d'horticulture, les jus et boissons non alcoolisés. Vous voyez là, par exemple, que nous n'avons pas référencé les produits à base de viande, puisque la viande fait souvent appel à plus de 2 intermédiaires et donc ne constitue pas sur notre territoire un circuit alimentaire court. Donc, pour pouvoir animer le géo-annuaire, nous avons ciblé donc 3 grands axes: l'axe développement durable, l'axe éducation alimentaire et l'axe tourisme. Donc, par exemple, typiquement, ça veut dire quoi en fait ici? C'est que grâce à notre application qui permettra donc d'identifier, de géolocaliser des points de vente de circuits courts alimentaires locaux, on pourra également sensibiliser les utilisateurs à la saisonnalité des produits. Inutile pour l'idée, c'est qu'on va participer à l'éducation alimentaire des utilisateurs qui vont se dire que c'est normal qu'en septembre, octobre, novembre, on ne trouve pas des tomates locales ni en quantité et ni en qualité et qui soient locales sur le marché puisque ce n'est pas leur période de production normale. On pourra également sensibiliser les producteurs à l'utilisation des emballages et au réemploi de ceux-ci. On pourra également sensibiliser au sujet de l'utilisation des pesticides dans les productions agricoles et faire le lien entre utilisation du chlordécone et utilisation de produits locaux, enfin consommation de produits locaux, quand bien même on est censé être sur un territoire qui a été identifié comme étant chlordéconé. On va également pouvoir développer un axe pour le tourisme local, puisque nous pourrons développer à partir donc, de ce support numérique des cartes papier disponibles en office de tourisme et qui permettront aux touristes locaux et exogènes de pouvoir d'avoir un accès aux produits locaux disponibles sur le territoire de Cap Excellence. Donc, quel est l'intérêt pour vous, acteurs, de vous faire référencer? Donc, tout d'abord, c'est un outil qui est complètement gratuit pour vous,
comme pour les utilisateurs d'ailleurs. Il se veut être un outil territorial puisqu'on ne va recenser que les points de distribution qui sont sur le territoire de Cap Excellence, donc dans ces 3 villes membres. Mais en réalité, cet outil aura une portée régionale, voire internationale, puisqu'on est sur un outil Internet qui va nous permettre donc de donner de la visibilité et de contribuer à augmenter le portefeuille client des agrotransformateurs, des pêcheurs et des agriculteurs qui seront référencés. Vous pourrez également contrôler vos marges et augmenter vos marges, puisque vous ne passerez pas par un intermédiaire ou au maximum par un seul, vous pourrez négocier votre prix et augmenter le revenu, donc l'argent qui restera dans vos poches, sans avoir la pression des grands distributeurs qui vont vous ordonner de mettre le prix maximum, donc de mettre un seuil de prix pour qu'eux-mêmes puissent se faire une marge. Là, vous serez maître de votre marge. C'est un outil également qui vous permettra de faciliter votre connaissance de l'offre de produits et des acteurs du territoire, tant la concurrence que des partenariats possibles entre différents acteurs du territoire. Parce que cet outil va permettre de référencer et donc de rendre visibles des points de distribution, vous pourrez du coup avoir un autre point d'appui pour négocier votre référencement dans certains points de vente. Et puis, évidemment, c'est un outil qui va vous permettre d'écouler vos stocks. Donc, aujourd'hui, c'est un outil qui est en développement avec une première phase d'accessibilité pour le début d'année 2022. Et puis, pour pouvoir vous faire référencer, vous n'hésitez pas à prendre mes coordonnées. Ici, visible, donc mon téléphone, c'est le 06 90 41 34 85. Mon adresse mail vous est également accessible sur ce support. Et dans les prochains jours, sera lancé un appel radio pour pouvoir également faire en sorte que vous puissiez vous faire connaître si vous êtes intéressé par le projet. Je vous remercie. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. N'hésitez pas à me poser directement des questions sur mon numéro de téléphone, via mon numéro de téléphone. Je reste disponible pour toutes les gens selon votre convenance. Merci à vous. Merci, Madame Guimbé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Déjà, rien que pour cette application, on est là. Oh, la preuve, c'était déjà fait, c'est très bien. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat ou pour le moment, vous pouvez poser des questions directement. J'ai entendu un micro, mais je n'ai pas vu si c'est connecté. Donc, c'est Monsieur iPhone. Alors, Monsieur iPhone, il a levé la main, du coup, je l'ai vu. Liana, coupe son micro. Alors, Monsieur iPhone, que je le vois, voilà. Vous m'entendez? Oui, monsieur, je connais pas son prénom, je me rappelle pas du prénom. Fabrice Blanchard. Alors, il n'y a pas beaucoup de réseaux là où vous êtes parce que ça coupe. D'accord. Ça coupe. Voilà. Alors, je vous écoute. Et là, ça s'est amélioré, c'est bon? Ça a l'air de passer. Allez-y. D'accord. Donc, moi, je suis déjà dans l'agrotransformation. Ma mère est guadeloupéenne, mon père est américain. Je suis pro-guadeloupéen pour l'histoire. Il y a 6 ans, j'ai démarché pour développer des choses ici. Région, quels que soient les contacts que j'avais, il n'y a rien qui s'est fait. Je suis parti à l'étranger, au Costa Rica. Pourquoi? Premièrement, j'avais un sol au niveau des produits dont j'avais besoin. Je commence par la patate douce, qui était hyper infectée. J'ai fait faire des analyses par le groupe Carso Caraïbes, qui est à Morne-à-l'Eau. Chaque secteur que j'avais sur Capesterre ou certains secteurs sur le moule était infecté. Donc, je ne pouvais pas utiliser de la plantation ici. Donc, je suis allé à l'étranger pour chercher cette plantation. Mais j'insiste sur le fait que même si ça n'a pas poussé en Guadeloupe, ça a produit guadeloupéen parce que c'est un Guadeloupéen qui l'a fait. Ça, c'était la petite info. Quand on travaille des produits transformés ici localement, faites des analyses du sol. Ça coûte 780 €. Avant de transformer vos produits, vérifiez si vous avez du chlordécone dans le produit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne travaille pas avec des produits locaux, malheureusement pour nous.
parce qu'ils sont infectés. Deuxièmement, quand j'ai commencé la distribution, allez, je prends l'exemple, groupe Carrefour, Leclerc et tout ça, tout se passe bien, ils prennent le produit, mais ils vous mettent à la gorge. Comment? Ils vous font un paiement à 90 jours. Donc, vous achetez une matière première, vous la transformez, vous payez des salariés et vous êtes sur un réseau de distribution qui est tellement infime qui, lui, vous demande déjà en plus d'attendre 90 jours d'être payé après la transformation. Alors oui, nos efforts, nous, en tant que Guadeloupéens, transformer des produits et tout ça, c'est génial. Mais à un moment, on se retrouve face à ces gens-là qui nous bloquent dans notre développement parce que notre argent dort dans les hypermarchés. Quand je parle pour moi, je parle pour tout le monde. Donc oui, on veut gagner de l'argent pour développer un produit pour que notre île soit économiquement et agroalimentairement parlant, et même au niveau de l'agriculture, plus importante, mais on nous met déjà le couteau sous la gorge dès le départ de l'activité. Parce que le peu d'argent qu'on a eu sur nos fonds propres, on nous le bloque. Imaginez, j'avais 7 000 € à Destréland en stock à 90 jours, 7 000 € à Carrefour Grand Camp et 6 000 € à Carrefour Saint-François. Ah, je dois attendre 90 jours pour être payé. Je fais comment? Cet argent, j'aurais pu déjà transformer, payer des salaires, passer sur un autre produit. Tout à fait. Voilà. J'ai voulu passer sur un produit bio. Ça veut dire faire mes muffins, faire un indice glycémique bas. Très, très bon, sans sucre pour les diabétiques. Parce qu'on est dans un pays qui est très diabétique. J'ai voulu avoir l'agrément bio. Ben, il faut payer 15 000 €, la certification bio pour qu'elle se déplace pour contrôler le sol. Mais le sol est chlordéconné. On est bio sur de l'huile de coco, on est bio sur certains produits. Il faut savoir que la réglementation, la certification bio, c'est entre 10 et 15 000 € la certification. D'accord. Okay. Alors, je ne vais pas... Ici, localement... Voilà, allez-y, allez-y. Alors, je vais devoir vous couper. Parce que c'est vrai qu'effectivement, je note toutes les difficultés que vous avez. Et tout ça, je pense que Madame Pommier ou peut-être Monsieur Télini vous répondra tout à l'heure parce j'ai déjà des mains levées et tout. Je vous vois tous. Avant de faire tout ça, on va passer à Madame Joseph qui va nous faire une présentation de la filière condiment et ensuite on revient avec vous tous pour échanger justement sur vos réalités, vos difficultés et peut-être vos perspectives et vos propositions, on ne sait jamais. Enfin voilà. Je vais passer la parole à Liana. Voilà, et je coupe mon micro. Bonjour à tous. Donc, on va poursuivre et je vais vous présenter la filière condiments et assaisonnement. Qu'est-ce qu'un condiment et assaisonnement? Un condiment ou un assaisonnement est une substance ou une préparation qui consiste à agrémenter ou relever la saveur d'un plat, contrairement à une aromate végétale qui vient en termes d'assaisonnement. On a des exemples en termes de condiments comme des sauces, sel, poivre, des huiles alimentaires, vinaigre et moutarde. La réglementation sur la filière condiments et assaisonnement. Donc, c'est plusieurs décrets qui sont arrêtés, notamment sur des condiments spécifiques comme la moutarde, le sel, des décrets sur la répression des fautes dans la vente des marchandises et également relatifs à l'information aux consommateurs sur les denrées alimentaires. Process de fabrication d'une purée de piment. Alors, je vais tenter. Qui sont distribués en Guadeloupe. Nancy Laveur de la société Guadépice, située à Bragelonne-Saint-François. Nous produisons 34 produits tels que les chicailles, du massalet et des condiments, donc purée de piment, sauce chien, sauce piquante. Concernant la purée de piment, nous avons besoin de 40 tonnes de piment par année. En termes de volume, nous produisons à peu près 50 000 purées de piment. La matière première vient de la Guadeloupe. Nous travaillons avec des agriculteurs locaux, d'où notre adhésion avec l'Iguafor. Par exemple, pour la société Guadepice d'adhérer à l'Iguafor, c'est déjà de se mettre en relation avec les producteurs pour pouvoir avoir des produits locaux de qualité et tracés chez les 4 organisations de producteurs. Voilà, donc le but, c'est vraiment cette mise en relation et qu'ils puissent se procurer les produits dont ils ont besoin au sein des organisations de producteurs. Nous avons plusieurs raisons d'adhérer à Iguafor. D'abord, pouvoir intégrer à nos
recette des matières premières locales, ensuite de garantir un approvisionnement et une traçabilité fiable pour pouvoir ensuite proposer à nos clients des produits locaux de qualité. L'adhésion est simple. Nous avons pris contact avec Manuel Gérard, qui nous a donc accordé un entretien et il nous a donc expliqué les différents dispositifs ou accords. Si j'avais un message à faire passer aux consommateurs, c'est de consommer local, car nous avons de bons produits de qualité. Nous respectons les normes, nos produits sont contrôlés. Manger guadeloupéen, c'est manger sain. Alors, on va poursuivre avec la slide suivante. Voilà, quelques chiffres clés de la filière condiments et assaisonnement. Au niveau national, la France est le premier producteur de condiments composés d'huile. Le chiffre d'affaires s'élève à 1,36 milliard d'euros. On a une catégorie de condiments qui connaissent un vif succès, à savoir les vinaigres fins, balsamique de cidre, avec un chiffre d'affaires de 102 millions d'euros. On a des leaders sur le marché, à savoir le Sueur pour l'huile et Amoramaille pour la moutarde, les cornichons et d'autres condiments. On constate que la consommation a augmenté de 4% en volume en 2000. Au niveau local, en Guadeloupe, on dénombre une variété de condiments qui sont utilisés à des fins gustatives visant à agrémenter nos plats antillais. On a des entreprises telles que Spice Creole Food, qui se situe à Sainte-Rose, Manféfé, Abimao et Dame-Besson à Sainte-Rose, qui sont des entreprises qui produisent de façon industrielle et qui exportent. Ce marché en pleine croissance voit de nouvelles sociétés faire leur apparition avec des produits innovants. Malheureusement, il nous est difficile de recenser des chiffres relatifs à la production et à la consommation des ménages en Guadeloupe. Une filière nationale structurée par des acteurs nationaux. Donc, on retrouve un ensemble de services de l'État, des syndicats nationaux, des événements qui sont organisés pour valoriser justement des condiments et les assaisonnements. Donc, à savoir le Salon international des épices et condiments, le concours des moutardes, le Salon de la gastronomie et la Foire de Paris. Les acteurs locaux. Donc, c'est un ensemble d'acteurs locaux qui interviennent, à savoir un ensemble d'institutions, les EPCI, les grandes moyennes surfaces, les producteurs et également les entreprises. La filière locale des condiments et assaisonnements. Donc, on constate que c'est un marché qui connaît un début de structuration par l'apparition de nouvelles sociétés qui justement se démarquent avec des produits innovants. On peut citer quelques-unes, à savoir Piment Coco qui se situe à Bimao, Tissosa au Gosier, Comla à Sainte-Anne, les Salins des Caraïbes à Marie-Galante. Les nouvelles tendances dans la filière condiments et assaisonnement. Donc, aujourd'hui, on retrouve des huiles alimentaires. Par exemple, ici, on vous montre l'huile alimentaire de coco, des vinaigres aromatisés. Donc, ici, on a maracuja, miel, monbain, carambole, des vinaigres à base de canne à sucre, aromatisés au cive ou à la vanille, des sauces locales prêtes à l'emploi, donc des sauces fruitées. Ici, on a la sauce mangue ou la sauce 4 saisons, édition Tamarin des Îles, des sauces en purée, purée de piment fort et également purée de piment végétarien. Des vinaigrettes prêtes à l'emploi aux saveurs ananas maracuja ou gingembre curcuma. Des saveurs nouvelles et inédites, comme ici avec un sel à base d'épices, graines de goyave ou la sauce de barbecue au sucre de canne, rhum vieux, sirop batterie, miel. Les ketchup de nouveaux produits, donc ketchup de Giromont ou ketchup à la banane. Des sauces créoles traditionnelles prêtes à l'emploi, donc la sauce créoline, la sauce pickles. Des condiments en pâte, donc ici on a la pâte à Colombo, le massalé. Des emballages qui sont adaptés au goût des consommateurs, donc des emballages prêts à l'emploi ou en 2 heures ou des emballages individuels.
La filière condiments et assaisonnement demeure dynamique car elle est soutenue justement par l'innovation, mais ce dynamisme ne doit pas être lié uniquement aux différentes crises que nous connaissons. Il y a un réel effort à faire, notamment sur l'éducation alimentaire, mais on constate que c'est une filière qui a un vrai potentiel en Guadeloupe et qui demande qu'à être structurée pour perdurer et s'exporter. Je vous remercie de votre attention et je vous communique par là même nos coordonnées où vous pouvez nous joindre au 0590 47 72 95 ou au 0690 54 03 35. Nous avons également une adresse email contact.agroparc@capexcellence.net ou le site internet de Cap Excellence où vous pouvez suivre toute l'actualité www.capexcellence.net. Merci. Merci beaucoup, Liana, pour cette présentation. Vraiment très, je ne savais même pas qu'il y avait autant de choses qui se faisaient. Hein. Vraiment, un marché très, très, très dynamique. Alors, on va, voilà, maintenant, c'est l'heure où on vous donne la parole à tous. Alors, j'ai déjà des mains levées concernant l'intervention, je suppose, de Fabrice, ou pas d'ailleurs, parce que vous avez tous le droit de dire ce que vous voulez. Vous expliquer, donner votre ressenti, ce que vous espérez, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Alors, je vais donner tout de suite la parole à M. Cellini, que je vois qu'il est là. Donc, du coup, je vais baisser sa main et je vais lui donner la parole. Monsieur Cellini, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ah ben, voilà, bonjour à nouveau, oui. Bonjour. Alors, donc, vous avez la parole. Je voulais réagir succinctement à l'intervention du monsieur de tout à l'heure pour dire que c'est l'objectif en réalité du T-Causé, hein, bien des petits causés que nous avons organisés à Cap Excellence, c'est bien d'échanger, de faire en tout cas la lumière sur l'expérience des uns et des autres. Et là, je suis exprimé l'expérience qui est la sienne. Mais toutefois, j'aimerais faire remarquer qu'il a parlé de sol, hein, donc il fait référence bien évidemment au chlordécone. Je voudrais quand même qu'on n'oublie pas qu'il y a eu une cartographie des zones contaminées par le chlordécone et que toutes les surfaces de la Guadeloupe ne semblent pas être concernées par cette contamination. Donc, s'agissant par exemple, puisque Mme Diambé vient d'en parler, du projet Le Cap-Vert, donc il y a eu un souci premier, puisque je suis l'élu référent de ce projet, dans le cadre de ce projet. Je lui ai demandé en réunion que l'on fasse rajouter un critère qui serait celui d'une agriculture issue de l'agroécologie, hein, donc d'une agriculture saine, hein, d'une agriculture saine et durable. Un autre élément qu'il a exprimé sur lequel je voulais réagir également, c'est sur ce qu'il a mis en évidence, la distribution et les super ou les hypermarchés. Alors, c'est vrai que ces T-Causés n'ont pas pour vocation de présenter véritablement le projet et le projet Agroparc, en tout cas, rentrer dans les détails, mais c'est aussi une réflexion qui a été la nôtre, hein, lors de l'élaboration de ce projet, puisque c'est un projet qui nécessairement nous amènera aussi à réfléchir, plus que réfléchir, à proposer une surface de vente où les agriculteurs et les agro-transformateurs, plus précisément, pourront venir y mettre leurs produits, en tout cas, et permettre une distribution, toucher directement le consommateur. C'était sur ces deux points que je voulais réagir sans pour cela, en tout cas, ne pas tenir compte un petit peu de ce souci qui était le sien, à ce monsieur qui s'est exprimé et qui a fait part un petit peu de son expérience. Et je crois que toutes les expériences, puisqu'il a pu mettre en œuvre ici en Guadeloupe, sont essentielles et sont capitales pour que nous puissions apprécier à sa juste mesure et compléter notre modèle économique, en tout cas. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Cellini, pour ces éclaircissements. Je vais passer la parole tout de suite à M. Didier Méridan. Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais je vais lui donner la parole. Voilà, M. Méridan, vous êtes là? Oui, bonjour, Didier Méridan, donc élu communautaire de Cap Excellence. Bienvenue. Donc, merci. Alors, je voulais réagir par rapport à l'intervention de Fabrice sur effectivement cette notion d'accompagnement,
puisque nous voyons effectivement que nous voulons développer des produits bio, nous voulons développer un certain nombre de produits de haute qualité et toujours en lien avec le développement durable. Mais néanmoins, ça génère des coûts de certification assez importantes. Alors, ces coûts-là, c'est vrai, ça pourrait être intéressant que Cap Excellence puisse peut-être, je ne sais pas, proposer un accompagnement sur les certifications ou faire un atelier de certification en faisant venir un expert ou, je ne sais pas, mais trouver un moyen de les accompagner pour mutualiser ces coûts-là pour un certain nombre de partenaires qui entreraient selon certains critères. Hein. Mais aussi, il a parlé de la trésor. Et je pense que développer, investir, à un moment, il faut pouvoir écouler la marchandise. Et effectivement, le système commercial de la grande distribution est très pénalisante sur 2 points, à la fois sur les délais de paiement, mais aussi sur la politique tarifaire. Et cette politique tarifaire, des fois, empêche le porteur de projet de donner de la rentabilité à son action. Donc, il y a cet aspect-là. Mais c'est vrai aussi que regarder la qualité de sol en prouvant à ses clients que les produits sont réellement bio parce qu'il y a un test sanitaire qui a montré que du sol à la récolte, tout a été mis en œuvre pour donner un produit de qualité. C'est-à-dire que le sol n'est pas contaminé, que les pesticides n'ont pas été utilisés et que le produit est de qualité. Donc, il y a cette partie-là. Donc, ça montre aussi que monter un projet comme je connais Fabrice, hein, et qu'il m'a parlé un peu de ces différents projets, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur des surfaces ou sur très peu de surfaces, il arrive à avoir des rentabilités en termes de production assez importantes qui pourraient vraiment permettre à la Guadeloupe de trouver quelque part une autonomie alimentaire sur certains produits. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait un accompagnement financier parce que ce sont des investissements assez lourds. Là aussi, je ne sais pas comment les aider avec la région et autres sur des projets aussi viables, je dirais, parce que, par exemple, la laitue, on en mange tous les jours en Guadeloupe. Sur d'autres produits qu'ils proposent, trouver un équilibre financier est possible. Mais par contre, les acteurs politiques, nous, je dis nous, hein, nous, la région, le département et d'autres, nous devons être à l'écoute et accompagner très fortement ces porteurs de projets pour que demain soit meilleur pour nous en termes de qualité alimentaire sur notre territoire. Donc, je voulais juste porter cette contribution qui a plusieurs axes, mais nous devons les entendre si on veut que demain, ce projet soit viable dans le temps, parce qu'agro-transformer, c'est des coûts, et il faut que ces coûts-là puissent être amortis. Et pour qu'ils puissent être amortis, il faut qu'on puisse écouler la marchandise, tant en ayant un prix raisonnable, mais aussi en ayant des délais de paiement dignes de ce nom. OK. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Donc, du coup, effectivement, nous sommes tous conscients des difficultés. Et on a entendu, et je crois que l'oreille est plutôt positive. Alors, j'ai monsieur ou madame Lacascade qui vient de lever la main. Je vais lui passer la parole. Monsieur ou madame Lacascade, je vais le savoir tout de suite. Attendez, est-ce qu'elle accepte? C'est madame Lacascade. Madame Lacascade, merci. Oui, bonjour, Marie-Corinne Lacascade, vice-présidente de Cap Excellence en charge du tourisme. Alors déjà, je félicite le président, M. Cellini, et puis les collaborateurs et collaboratrices et puis les partenaires, le bureau qui accompagne, en tout cas les prestataires qui accompagnent, puisque c'est très, très, très intéressant. Moi, je vais juste aborder le sujet sur le volet tourisme. J'ai déjà échangé avec Mme Gembe, mais je renouvelle donc mes remerciements puisque le volet produits locaux, c'est un volet que l'on met en avant dans la promotion touristique. Donc, j'invite donc Mme Gembe à prendre aussi la tâche de mes collaboratrices pour pouvoir travailler sur ces circuits touristiques sur le territoire de Cap Excellence. Et puis, je pense qu'il faut aussi faire le lien entre produits locaux et santé, produits locaux, qualité nutritive, etc. Parce que c'est vrai qu'on parle de la distribution et tout, mais je crois que le volet bio, comme l'a précisé tous les intervenants qui ont pris la parole avant moi, la qualité, c'est vrai, mais il y a aussi le volet santé. Pourquoi il faut favoriser les produits locaux, déjà par rapport à notre environnement, mais aussi parce que les produits locaux nous font du bien, nous préservent notre santé, et puis voilà, c'est ce que je voudrais faire, et puis également accentuer aussi sur le volet touristique, gastronomique. Voilà, parce qu'on a tendance à faire la préparation de produits locaux, mais de ne pas mettre en valeur
l'image, voyez ce qu'on peut faire. Alors oui, on peut les faire cuire, etc. Mais il y a aussi cette notion d'esthétique. Voilà, de notion d'esthétique de nos produits locaux. Mais je pense que tout le monde est conscient que c'est un beau challenge, un beau projet et que l'Agroparc a encore beaucoup d'agriculteurs, de porteurs de projets qui vont animer et alimenter ce projet, ce territoire de Cap Excellence. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lacasselle. Effectivement, je vois que Madame Pommier a demandé la parole. En tout cas, Madame Guélé vous a déjà dit dans le chat, OK, elle va vous contacter rapidement. Madame Pommier, c'est à vous. Attendez que je vous donne la parole. Voilà. Je suis une technicienne stagiaire, mais ça a l'air d'aller. Il faut activer le micro. OK, oui, bonjour, merci Dina. Alors, déjà, j'ai vu que Madame Montrésor de l'Institut Pasteur est là, donc elle pourra peut-être répondre justement sur ces analyses de sol. Mais est-ce que Fabrice, j'ai compris, est-ce que Fabrice est là? Est-ce qu'il m'entend? Fabrice est normalement là, mais comme il y a plusieurs personnes connectées avec des iPhones et que les iPhones ont tous le même nom, Fabrice, tu peux lever ta main pour que je vois où tu es. Normalement, tu peux ouvrir ton micro. Je crois que c'est lui, mais je ne suis pas sûre. Je crois qu'il n'est pas là. Hein. Alors, peut-être parce que j'ai vu qu'il s'est reconnecté. Peut-être qu'il y a... Alors, parce que j'allais jouer un peu à la mouche du COS parce qu'il a parlé du Costa Rica. J'aurais aimé savoir les garanties qu'il a par rapport aux cultures du Costa Rica, les garanties qu'il a quant à la traçabilité des produits, déjà d'une part. Alors, c'est dommage qu'il ne soit pas là, parce qu'on parle souvent du chlordécone en Guadeloupe, on connaît le problème, mais on sous-estime souvent l'utilisation de produits de tout genre dans une grande plantation. Il est là, il m'entend? Il est là. D'accord, donc monsieur, je ne me rappelle pas du nom, j'ai retenu le prénom, Fabrice. C'est Fabrice? Il m'entend? Alors, Fabrice, active son micro. Normalement, le temps qu'il réactive son micro, ça devrait aller rapidement. Alors, je pense qu'il y a d'autres... Alors, je pense qu'il y a d'autres personnes, hein, peut-être qui sont dans l'assistance et qui sont engagées dans un système de transformation. Mais alors, j'avais plusieurs questions à poser à Fabrice. Vas-y, pose des questions et je pense qu'il va se connecter tout à l'heure. Je vois qu'il lève la main. Je lui demande d'activer son micro, donc je pense qu'il a un petit souci technique et que ça va pas tarder. D'accord. OK. Donc, moi, j'entends, hein, on produit ailleurs et en grande quantité parce qu'on connaît les problèmes de l'agriculture en Guadeloupe. Mais quelle est la garantie qu'il offre quant à cette matière première qui est cultivée de façon intensive dans d'autres pays où la réglementation est parfois plus souple? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est qu'il a choisi tout de suite le système de GMS. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres réseaux de distribution qui aurait trouvé peut-être un écho favorable à ces contraintes? Et quand il parle de bio, etc., bon, je sais qu'il y a des réglementations qui sont particulières, hein, pour le bio, mais est-il pas plus simple de vendre un produit sain dès lors qu'on peut mesurer la traçabilité pour donner justement des garanties quant au côté sain justement de ce produit? Ok, merci. Alors, est-ce qu'il peut répondre? Fabrice? Si Fabrice n'est pas encore prêt à répondre, si quelqu'un d'autre... Si Madame Montrésor peut répondre quant à la vérification de la qualité du sol. Alors, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien puisque ma connexion est mauvaise. Très bien, Madame Montrésor. J'espère. Bon, je vais juste mettre un petit coup de vidéo pour que vous puissiez voir ma tête et ne pas couper la connexion. Alors, le souci, c'est que comme on m'a mis un petit en parenthèse, je ne vois pas votre vidéo. Normalement, on peut voir dans le chat. Normalement, on peut voir. D'accord. Donc, je vais recouper. Alors, je me présente, Sandrine Montrésor. Je travaille à l'Institut Pasteur
et je suis, je vais dire, la porte ouverte du laboratoire hygiène environnement pour accompagner les porteurs de projets, alimentaires. Alors, Fabrice, la connexion commence à... La connexion est un peu compliquée. Vous m'entendez? C'est bon. On a Fabrice. Il existe le système JAFA, le programme JAFA, guadeloupéen, souhaitant faire tester le sol pour leur production. D'accord. Vous m'entendez toujours, hein? Je crois qu'il a déjà fait... On vous entend très mal, en fait. Ça coupe, en fait. D'accord. J'ai entendu qu'il y a le programme JAFA. Au pire, ce que vous faites, vous laissez dans le chat d'accord. Le donc, lien. Le je crois qu'il a déjà fait. Il a déjà fait des études de sol. Il a même donné le prix, je crois. Oui, mais en fait, les études de sol qu'il a fait, il a fait à titre privé. Mais pour tout autre porteur de projet, ils peuvent faire à titre gratuit appel au programme JAFA. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, bien entendu, parce qu'on n'a droit qu'à un seul essai, ils peuvent passer par d'autres instituts. Donc, le laboratoire Carso, comme l'Institut Pasteur, fait des analyses de sol. D'accord. Afin de revenir par rapport à ce que Mme Pommier a dit, effectivement, passer par le Costa Rica, c'est super. Son sol est contaminé, mais nous n'avons aucune garantie, si ce n'est un certificat phytosanitaire nous permettant d'avoir la garantie que le produit n'a pas de pesticides. Donc, il faudrait s'assurer de ces éléments-là. Et dans le cadre agroparc, il me semble qu'on a bien précisé que nous devons être à 60% de produits utilisant des produits d'origine de la Guadeloupe, en fait. Donc, il faut aussi penser à ça. Et pour commencer, effectivement, toute activité ou tout projet nécessite des fonds. Ne pas se lancer tête bêche dans un projet sans avoir fait une étude de marché. Et souvent, on se retrouve confronté à des personnes qui ont beaucoup d'idées, mais pas forcément d'accompagnement. Et je pense que l'Agroparc est présente pour proposer cet accompagnement-là. D'accord. Merci beaucoup, Madame Montésor, pour ces éclaircissements. Donc, le programme JAFA existe pour toute personne. Vous avez droit à un essai, mais c'est entièrement gratuit pour faire étudier votre sol. Là, ça, j'ai bien retenu et j'ai bien noté au cas où ça me demande des informations. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, qui veut s'exprimer sur... Ah, voilà. Alors, vous n'êtes pas... Vous avez le même nom que Fabrice. OK, donc en fait, c'est vous... Fabrice a dû prendre mon nom, c'est pas grave. En fait, vous avez tous les deux un iPhone, ça tout le monde est au courant maintenant. Non, mais je plaisante. Okay. Je plaisante. Alors, Teddy, il faut que je me présente. Allez-y. Vice-président de Cap Excellence. Bon, évidemment, je salue l'initiative, j'encourage tout un chacun, évidemment, le président et toute l'équipe. Et je profite aussi de l'occasion pour féliciter celles et ceux qui sont connectés, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus à démontrer la nécessité que nous puissions travailler d'un commun accord, d'autant plus que des produits locaux sont au gré du jour. Mais moi, je voulais simplement réagir par rapport, parce que j'ai pris la réunion en cours, je ne vais pas trop tarder non plus. J'ai entendu que les coûts relatifs à l'obtention des certifications se trouvent onéreux. Et j'ai entendu aussi qu'il serait peut-être souhaitable que les institutions puissent participer à l'acquisition ou à l'obtention de ces certifications. Mais moi, je pense qu'il serait aussi souhaitable, bon, en tout cas modestement, je pense qu'on aurait pu envisager, évidemment, qu'il y ait un partenariat, justement, avec les producteurs et les grandes instances, au lieu de forcément participer d'emblée à un financement de certification. Moi, je voyais plutôt un partenariat qui permettrait d'avoir une plateforme d'écoulement, aussi bien au sein des écoles, des EHPAD, bon, bref, des CHU. En fait, qu'il y ait déjà un public dédié parce que les institutions, aussi bien Cap Excellence et autres, participeraient justement à l'obtention de ces certifications et aussi voir si, au cas de le développement de ces structures, que des jeunes puissent être insérés
aussi bien dans la production. Et probablement, si ces structures se développent à grande échelle, mais pourquoi pas que des jeunes soient formés à la production et à l'exportation, ce qui permettrait que nos produits soient reconnus ailleurs, mais partant sur une base guadeloupéenne, parce que les produits de la Guadeloupe sont sains. Voilà. Mais en tout cas, je reste véatique, je ne vais pas tarder à m'en aller, mais je salue évidemment l'initiative du Ticozé en espérant que tout un chacun passera le mot à un plus grand nombre pour que toute la Guadeloupe puisse en bénéficier, parce qu'il s'agit quand même de produits guadeloupéens pour les Guadeloupéens et au sens plus large, si possible, pour le monde, pourquoi pas. Voilà. Ah ben oui. Merci, monsieur Foul, pour cette intervention. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, présenter son activité, ses attentes par rapport à l'AgroParc? Si Madame Pommier a des précisions à demander, vraiment, on est là ensemble pour demain discuter. Alors, j'ai une question dans le chat pour Madame Lacascade, je crois. On lui a demandé, est-ce qu'elle peut donner les coordonnées du service tourisme de Cap Excellence? Est-ce qu'elle peut l'écrire dans le chat puisque la question a été posée? Voilà. Oui, bonjour, je le fais tout de suite. Je donne le numéro de la directrice du tourisme. Merci beaucoup. Après une adresse email aussi, comme ça, c'est parfait. Ok, merci. De rien. Alors, est-ce que quelqu'un veut se présenter? Je vois qu'il y a beaucoup de personnes connectées. On est quand même près de 30, hein, mine de rien. Je vois que tout le monde est un petit peu timide, tout le monde écoute. Est-ce qu'il y a des agrotransformateurs dans le domaine des condiments, peut-être? Alors, je vois une main levée. Attendez. C'est une technicienne en stage. Voilà. Monsieur Méridan, vous voulez prendre la parole? Allez-y. Hein. Alors, attendez. Je crois qu'il y a un petit souci. Allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas compris. Excusez-moi, je suis en stage. Voilà, c'est bon. Voilà, donc bonjour, en fait, ce n'est pas Monsieur Méridan, mais Madame Méridan. En fait, on partage le téléphone. Okay. Je suis la sœur de Didier. Non, alors j'ai pris aussi la réunion un peu en cours de vol et puis je m'en excuse si je vais peut-être répéter ou dire des choses qui ont déjà été dites. Mais j'ai tenu à intervenir. Pourquoi? Parce que moi, étant porteur de projet depuis, on va dire, 2019, donc sur la transformation de l'avocat et de la mangue, tout ce qu'on dit pendant ces discussions, j'ai déjà aussi assisté à la présentation du projet AgroParc, le premier webinaire que vous avez réalisé. Et en fait, la problématique première reste, ça rejoint un peu ce que M. Teddy Foul a dit, c'est que quand on part d'un business plan, parce qu'au niveau que ça soit des sols, il y a beaucoup de sols qui sont sans chlordécone et on peut avoir énormément de cultures qui, même sur un sol chlordéconé, peut produire un produit sain. Donc, il va falloir peut-être, dans ce cadre-là, soit origine Guadeloupe ou origine bio, faire la différenciation. Notamment, je sais qu'il y a le projet, justement, des thés glacés qui se fait à Capesterre pourtant, qui est un sol chlordéconé. Ceci dit, dans la plante, on ne retrouve pas la chlordécone. Donc, il faut aussi s'adapter par rapport au territoire sur lequel on est. Et la grande problématique ou les problématiques que j'ai rencontrées, parce que c'est un projet qui est intéressant, mais en fait, on se rend compte que l'idée profonde du projet, c'est de créer et c'est ce que vous faites dans AgroParc, d'initier une démarche durable. C'est-à-dire que c'est vrai que quelquefois, je me révolte un petit peu dans le sens où on finance des projets, mais qui ne sont pas viables dans le temps. Au niveau des financements, ne serait-ce que pour la certification, je me suis rapprochée de la Chambre d'agriculture. Il y existe des financements, même pour les jeunes agriculteurs, qui vous accompagnent dans cette démarche de certification. Au niveau du FEADER, il existe aussi des fonds qui peuvent être utilisés. Au niveau du FEADER, au niveau de la région, il faudrait peut-être revoir l'accessibilité de ces fonds. Quand vous êtes porteur de projet et qu'on vous dit qu'il faut un bilan sur les 3 dernières années, bon, je veux bien, mais si on commence, on n'a pas. Donc, il faudrait aussi ajuster ces aides au contexte économique dans lequel nous sommes, parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes agriculteurs déclarés, non déclarés, qui veulent travailler et qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas accès à ces aides. Pourquoi? Parce qu'on ne remplit pas des cases. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire sur ça.
Les moyens sont présents, sauf qu'ils ne sont pas forcément toujours accessibles. Au niveau du business case, et ça, c'est quelque chose aussi, j'ai vécu en Angleterre, et moi, je peux vous dire, par exemple, que l'autre coco qu'on boit au bord de la route, on vend ça à 5 pounds, la petite bouteille. Il y a une demande pour nos produits, sauf qu'il faut les valoriser et il faut nous donner ce que M. Foul disait. Il y a un marché local, il y a aussi un marché international. Nous avons la capacité sur notre territoire de produire en grande quantité avec les moyens donnés. On disait le Costa Rica, l'utilisation du GSM et tout. J'ai retrouvé dans le temps un article qui date de 1974 ou quelque chose comme ça, qu'il existait des plantations d'avocats. On exportait de l'avocat. Donc, on peut, si on se donne les moyens, on peut réussir à mettre en place quelque chose de durable et de viable. Et aujourd'hui, quand on se rend compte au niveau des condiments, on en parle, par exemple, comme quelqu'un comme Madame Roro qui produit de très bons produits, mais qui ne s'exporte pas. Donc, dans la culture agroparc, le réseau de distribution, c'est ce qui va donner du sens à un investissement. C'est ce qui va donner du sens à une transformation. C'est ce qui va donner du sens au business. Parce qu'aujourd'hui, si c'est pour faire un projet, j'exagère, et de dire que je vais juste vendre pendant les marchés de Noël ou faire que les petits marchés, vous n'allez jamais réussir. On va toujours rester local entre nous. Alors que ce qu'on produit, c'est de qualité. Et j'espère, et à travers Agroparc, c'est donner cette dimension justement aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, et dépasser ce niveau-là. Parce que tout business, j'ai une approche un peu très business, mais malheureusement, sur du long terme, c'est l'approche qu'on doit avoir quand on construit un projet. C'est-à-dire que si je prends un projet, j'ai les subventions pour le faire et qu'un an après, je ferme, ça n'a pas d'intérêt. Mais si j'ai un projet et je sais que dans les 5-10 prochaines années, là, vous allez créer de la valeur pour le territoire. Là, vous allez créer de la valeur pour les produits guadeloupéens et les faire connaître à l'extérieur. Donc, c'était ma petite touche. Un petit peu, c'est vrai parce que c'est un sujet quand même qui me passionne parce que je vois qu'en Guadeloupe, on a énormément de ressources et énormément de potentiel. Mais il faut reconnaître, et il ne faut pas avoir peur de le dire, ça reste difficile. Ça reste difficile. Même en essayant de vous installer en tant qu'agriculteur, vous allez faire votre demande à la SAFER, on vous dit revenez, revenez, revenez. Donc, il faut que tout le monde se mette dans cette dynamique, que tout le monde s'entraide, que ça soit au niveau politique, région, département et au niveau des collectivités. Et c'est en faisant ça que le projet du porteur de projet pourra prendre une autre dimension. D'accord, voilà. Merci beaucoup pour cette expérience aussi que vous avez à l'étranger. Donc, j'ai M. Cellini qui voudrait sans doute prendre la parole. Alors, oui, voilà, monsieur. Allez-y. Ah, il a recoupé son micro. Attends. Voilà, M. Cellini, je fais la demande de réactiver votre micro parce que là, voilà, c'est bon. Là, c'est mieux, vous m'entendez? Parfait. Oui, je disais que, eu égard à l'intervention de Mme Méridan, qui met en évidence effectivement un certain nombre de problématiques et sa perception de ce que doit être, en tout cas, le projet Agroparc, et dire que, bien évidemment, il s'agit, vous l'avez bien compris pour nous, pour vous rassurer quelque part, de véritablement, elle a employé le terme de la durabilité. Il est évident que ce projet a pour objectif d'agir sur le long terme. Et si on prend la première phase de ce projet, qui est la pépinière, nous n'allons pas pouvoir accueillir toutes les entreprises, bien évidemment, mais rappelez que les produits issus de cette pépinière d'entreprise, qui seront agro-transformés, bénéficieront d'un label pays. Et c'est quelque part ça aussi, je veux dire, l'un des éléments fondamentaux, puisqu'il y en a d'autres. Il y a d'autres entreprises qui seront confirmées et qui bénéficieront de services, de formation, de mutualisation, en tout cas, d'un certain nombre de services. Et là aussi, cela répond quelque part à
toutes ces interrogations et tous ces éléments que vous avez portés à notre connaissance, celles et ceux qui sont intervenus là, et qui témoignent du fait que, justement, ce projet agroparc est une réponse. Et bien évidemment, ce ne sera pas la réponse à toutes les problématiques de structuration de filières, les problématiques de distribution, mais en tout cas, j'ai retenu quelque chose là que vous venez de dire, Madame Méridan, c'est que toutes les parties prenantes, nous devons aller dans le même sens pour quelque part permettre que la vocation de cet outil soit effective et que nous puissions l'utiliser pour la permettre d'exporter ces produits. C'est ça aussi l'objectif de l'agroparc. Et tous les acteurs qui doivent prendre part, et nous devons dépasser un certain nombre de clivages pour permettre à cet outil de trouver son sens et trouver sa vocation, je le répète à nouveau, dans le tissu économique local. Tous ces éléments que vous avez distillés dans votre intervention à l'instant, nous voulons être en mesure d'y répondre et favorablement, et ça sur le long terme, parce que nous devons contribuer, vous l'avez bien compris dans toutes les interventions que j'ai entendues. Je remercie d'ailleurs les collègues Didier Méridan, Teddy Foul, Marie-Conela Cascade également, qui sont intervenus, et qui, parce que le projet agroparc est également un projet touristique, elle fait bien de le dire et de le rappeler. Donc, nous avons effectivement besoin de toutes ces interventions pour, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai répondu à Fabrice, pour construire ce modèle. Et ensemble, nous sommes amenés effectivement à quelque part contribuer à cela. Oui, merci beaucoup. J'ai vu que Madame Sylvie a levé la main. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, qu'elle me dise dans le chat ou pas. Et sinon, je pense qu'on va clôturer cette session. Est-ce que je pense que c'était pas. Alors, oui, j'ai me levé. Ok. Madame la Cascade, vous avez la parole. Oui, merci. Très rapidement, normalement, je ne prends pas la parole après le président, mais très rapidement, pour revenir aux propos de Madame Méridan, je suis tout à fait d'accord, mais il y a aussi cette notion de compétence, la promotion de nos produits locaux. Et il faut également que l'agroparc fasse un recrutement sur des profils je dirais, de haute valeur ajoutée, des experts, des jeunes, bien sûr, mais qui ont plusieurs langues, etc., qui sont formés au marketing, qui sont formés au business, parce que c'est où nous avons cette difficulté, comment exporter. Il y a des circuits, on sait déjà aussi sur la grande distribution, nous avons un certain nombre de personnes qui contrôlent le marché, et juste rappeler que le continent africain a déjà compris ce que, la valeur des produits agrotransformés, parce qu'on pense souvent à l'Europe. On pense souvent à l'Europe, mais là aussi, c'est un exemple à suivre. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc., d'agrotransformation et de distribution de valeur, de mise sur le marché de produits de leur continent. Là aussi, je suis tout à fait d'accord avec Madame Méridan, mais ça va également avec la promotion, avec la compétence également des acteurs qui seront recrutés au niveau de l'agroparc pour faire la promotion de nos produits, de nos excellents produits. Voilà ce que je voudrais rajouter. Merci. Bon, merci beaucoup. Par contre, aujourd'hui, les élus étaient là et tout. Franchement, c'est génial. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut exprimer avant qu'on clôture cette session. C'était le dernier des 8 posés, sachant que, bon, je ne suis pas vraiment le dernier parce qu'on va encore se revoir par la suite pour d'autres opérations. Vous allez rester connectés sur notre site internet et sur les réseaux sociaux de Cap Excellence pour être au courant de tout ce qui se passe, parce que l'agroparc, c'est un gros projet et qu'il y a beaucoup d'étapes et on a besoin de vous pour justement les franchir avec succès. Donc, je vais passer, on va passer à la question. Je regarde dans le chat. Ça parle, il y a des questions, des réponses, c'est génial.
Du coup, Madame Pommier, je te laisse la trois fois, M. Cellini, pour le mot de clôture. Je vais peut-être avant que M. Cellini clôture, je vais quand même rappeler hein, les ticosés. On aura l'occasion. Hein, on a eu. Mais il y a Fabrice Blanchard, justement, qui revient. Les ticosés nous ont permis de recueillir la parole de ces acteurs qui, on l'a vu, n'arrivent pas forcément à exprimer leurs difficultés, mais les échanges ont été très riches et il faut aussi voir la transformation en Guadeloupe telle qu'elle existe. Alors, l'export, forcément, c'est l'objectif. L'objectif partiel, parce qu'il faut aussi parler du marché intérieur. C'est sûr qu'on a l'impression que quand on exporte, on a réussi quelque chose. Mais il faut aussi voir la Guadeloupe telle qu'elle est. J'aime à le répéter, le marché de la transformation locale, on a vu hein, dans tous les ticosés les innovations qui existent et c'est fantastique parce qu'avec peu de moyens, les gens innovent, mais c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire avec peu de moyens. Il y a beaucoup d'obstacles, de difficultés. Et il est question aussi de pousser tous dans le même sens pour que toutes ces initiatives petites qui ne veulent qu'une chose, c'est grandir pour aller vers l'export, faire connaître nos produits qui on a vu, hein, qui sont demandés en Russie, en Chine, enfin des pays auxquels on ne pense même pas, parce que la voie naturelle, je dirais entre guillemets, à laquelle on pense tout de suite, c'est l'Europe. Mais ce sont des produits qui sont demandés partout. Et là où la Guadeloupe peut se placer, c'est forcément dans des produits innovants. On a recueilli la parole donnée, on a recueilli des obstacles, donc on aura l'occasion justement de retranscrire tout ce qu'on a entendu, tous les obstacles, tous les espoirs aussi de tous ces acteurs lors d'une réunion justement pour être bien sûr que pour faire un équipement comme l'agroparc, pour être bien sûr que cet équipement est dédié à ceux qui en ont besoin, de l'adapter justement par rapport aux problématiques qui existent sur le territoire. Mais je l'ai dit souvent, hein, je me répète, mais quand on parle d'agro-transformation, on parle forcément agriculture, l'un ne va pas sans l'autre. Alors on a vu que les problèmes des transformateurs sont en partie les problèmes de toute entreprise en Guadeloupe, hein, de développement, innovation, besoin en fonds propres, etc. Mais le problème majeur, pour moi, reste encore l'approvisionnement en matières premières locales. Et au risque, une fois de plus, de me répéter, je veux bien croire qu'on va forcément en Costa Rica, en Afrique, les territoires ne sont pas les mêmes, les contraintes ne sont pas les mêmes. Et si on fait des produits innovants, pour continuer à creuser la balance commerciale, continuer à importer. Je pense que l'agroparc ainsi que tous les projets alimentaires de Cap Excellence et aussi de notre région Guadeloupe, de notre belle région Guadeloupe, quelque part, on aura échoué. Si on continue à importer, si on continue avec des motifs de sol chlordéconé, si on ne parle pas de nouvelles pratiques agricoles, si on ne parle pas de recherche qui nous permet d'avoir de nouvelles pratiques agricoles, une agriculture qui soit plus performante en Guadeloupe, je ne vois pas l'intérêt. Je me répète, hein, je ne vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, quand j'entends certains, on a l'impression que pour produire local, il faut rester petit et dès lors qu'on passe à une phase industrielle, eh bien, il faut forcément importer. Il y en a qui réussissent à passer à un stade industriel, on l'a vu dans la vidéo, tout en continuant à consommer des matières premières locales. Le chemin est encore long, mais on ne peut pas parler d'agriculture, de transformation locale sans évoquer forcément l'approvisionnement en matières premières locales. Et je pense aussi que c'était l'objectif premier. Je pense que M. Cellini pourra confirmer ce que je dis, ou l'infirmer, on ne sait jamais. Mais c'était aussi l'objectif de l'agroparc, c'est tirer l'agriculture locale vers le haut. Merci, effectivement. Donc, du coup, je vérifie toujours avant de conclure qu'il n'y ait pas de main levée. Voilà. Monsieur Cellini veut clôturer. Ah, attendez. Je vois que Mme V. Dizaya veut dire quelque chose. Est-ce que Mme V. Dizaya veut dire quelque chose? Depuis tout à l'heure, je te regarde. Monsieur Cellini, je vous donne la parole tout à l'heure pour clôturer. Je vais donner la parole à cette dame qui est là depuis le début. Elle a déjà mangé, elle s'est sentie, elle a tout fait avec nous. Cette dame-là, c'était au top, madame. Je te regarde.
Bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Alors, en parlant de la matière première, un territoire qui est très riche, on a beaucoup de gaspillage. Je mets le point sur l'accent là-dessus. Le gaspillage de nos fruits, on ne sait plus quand. Est-ce que dans cette initiative, ou alors c'est nous qui devons se pencher là-dessus, je ne sais pas. Est-ce que vous, dans ce projet, on aurait une possibilité de récupération de tous ces produits à mettre à disposition à ceux qui veulent bien, qui en ont besoin ou qui ne savent pas quoi en faire? Je ne sais pas comment formuler vraiment la question, mais en tout cas, ce serait la récupération de toute cette richesse qui se gaspille. Une collaboration, une mise en réseau des agriculteurs qui ont des choses en trop, qui veulent récupérer, de faire fonctionner, redistribuer cette richesse qui se gaspille. Il y a des gens les manques qui se gaspillaient, etc. Maintenant, ça ne se fait plus. Donc, est-ce que nous, dans ce milieu, est-ce qu'on pourrait faire cette démarche de récupération de cette richesse et pour pouvoir la redistribuer? Voilà, c'est ça ma question. Merci à tous. C'est un projet, je pense, qui semble qui a creusé. Voilà, en tout cas, merci pour ta question. Je ne suis pas sûre que l'Agropart pourra répondre à cette demande particulièrement, mais c'est une piste à creuser. Je pense que tous ceux qui sont sur le projet ont bien noté. Monsieur Cellini, je vous laisse la parole. Oui, volontiers. Mais il me semble que, ayant discuté avec Mme Méridan, il me semble qu'elle est sur cet aspect des choses. On avait discuté. J'ai pris en considération un petit peu ce qu'elle m'avait dit lors d'un échange. Je pense qu'elle devrait être dans l'axe de la question posée par cette dame. Quel cas, il me semble qu'elle pourrait être en contact avec cette dame. Je ne voudrais pas parler à sa place, mais il me semble, si je me rappelle bien. Madame Méridan, mettez votre mail dans le chat pour que Vadezaya puisse vous contacter. Tout à fait, ça sera avec vraiment grand plaisir parce que c'est la première fois, enfin pas la première fois, monsieur Cellini, je m'excuse, c'est pas la première fois, mais d'entendre quelqu'un justement mentionner ce problème et qui est une réalité. Nous avons commencé à travailler dessus, nous avons collecté, distribué et je pense que rassembler des gens qui partagent cet état d'esprit, ça va nous donner justement, ça va nous permettre d'aller de l'avant. Et avec l'accompagnement justement d'Agropart et de Cap Excellence sur ce type de projet, je pense que pour les abîmes, on peut vraiment mettre quelque chose en place d'intéressant pour alimenter Agropart. Pourquoi pas? Alors, donc, Madame Méridan, donnez votre numéro déjà à l'oral parce que je vois que Vadezaya a déjà pris son cahier, un point de vue, elle va noter. Donc, donnez votre numéro pour qu'elle puisse vite bien fait. Alors, c'est le 06 90 65 31 53. 65, 31, 53. 53, hein? Oui, c'est ça. OK. Elle a noté. Parfait. Merci. Super, merci beaucoup. Je peux remettre dans le chat également pour que les autres puissent noter ainsi que l'adresse email. Alors, monsieur Cellini, je vais vous laisser le mot de la fin. Il sera très bref. Alors, bien évidemment, au nom du président de Cap Excellence, Éric Jalton, au nom du conseil communautaire des villes membres, des maires de ces villes membres, Abîme, Pointe-à-Pitre et Bémao, j'aimerais remercier tous ceux qui ont pris part à cette ICOSE, qui ont permis, puisque c'était ça l'objectif, d'échanger, de s'entendre, de s'écouter, de comprendre les réalités à la fois des agrotransformateurs, mais aussi des agriculteurs. Remercier Madame Pommier, directrice des grands projets, Madame Gembe, tous les agents de Cap Excellence qui, depuis le début du mois de novembre sur cette ICOSE, se sont bien évidemment impliqués et confirmer quelque part tout à l'heure ce que disait Madame Pommier, puisque ces échanges nous ont permis de nous rendre compte qu'il y a véritablement la nécessité d'accompagner, oui, les agrotransformateurs, les agriculteurs, toutes les personnes qui évoluent, en tout cas dans ces domaines-là,
nous avons entendu qu'ils ont souhaité le guichet unique, qu'ils ont souhaité qu'il y ait un approvisionnement également en matières premières. Madame Pommier vient de le rappeler. Qu'il y ait, en tout cas, c'est notre souhait également, une structuration des filières, être mieux organisé en tout cas, parce que nécessairement, cet outil, vous l'avez compris, il consiste en tout cas à permettre la valorisation des produits agrotransformés, les produits locaux, le savoir-faire des agrotransformateurs de ce pays, des agriculteurs de ce pays également, une véritable vitrine de ce que nous sommes capables de faire, et le mot a été lâché tout à l'heure, mais j'ai eu à le répéter au niveau des médias, une autonomie ou autosuffisance alimentaire, même si, je le répète, ce sera extrêmement difficile d'en arriver là, mais en tout cas, vous l'avez compris, Cap Excellence est engagé dans ce combat et que nous souhaitons, avec celles et ceux qui croient en ce projet pour la Guadeloupe, qu'il y ait une implication de tout un chacun pour que nous puissions, au-delà des clivages, au-delà des intérêts particuliers, permettre la réussite de ce projet, pas simplement pour le territoire de Cap Excellence, mais l'archipel guadeloupéen. Et je formule le vœu qu'au travers effectivement de ces rencontres, que nous puissions en sortir des éléments, puisque ces échanges ont été fructueux. Et il va sans dire que nous avons là de la matière pour pouvoir continuer sur le chemin qui est balisé, que nous souhaitons voir concrétiser. Remercier mes collègues élus de Cap Excellence qui ont pris part à cet échange, à ces échanges. Donc, j'ai cité leur nom tout à l'heure, mais je renouvelle volontiers que quelque part, il faut nécessairement que nous soyons tous aussi unis autour de ce projet. Teddy Foul, Didier Méridan, Marie-Corinne Lacascade et bien d'autres ont su démontrer aussi leur intérêt parce que, en réalité, le projet AgroParc Excellence, c'est la vitrine aussi de Cap Excellence.